c'est que Mallarmé est obsédé par l'idée de hasard, ou comme on dit en philosophie, de contingence. Donc il veut arriver à quelque chose qui supprime le hasard. Et le hasard se met à 3 niveaux. La réalité est là. Bon, ça aurait pu être une autre réalité. Et donc il va par conséquent essayer de ne pas avoir de concret rappel. Et donc élaborer une esthétique qui suggère plutôt qu'elle nomme. Donc c'est déjà, vous le comprenez, la voie vers l'abstraction. Tant en littérature qu'en art, il faut prendre une distance envers la réalité. Ça veut dire quoi? Donc, traitement envers la réalité, traitement également envers le nom propre. C'est un poète étrange qui déteste la poésie subjective. Petite parenthèse, le nombre de poètes qui détestent la poésie est considérable. Par exemple, vous avez Mallarmé, qui déteste la poésie, Rimbaud, l'horrible poésie fadasse de Musset, Bataille, la haine de la poésie, Nietzsche, la haine de la poésie. Donc c'est quand même curieux, des poètes qui détestent la poésie subjective. Et donc ce qu'il veut faire, c'est la disparition élocutoire du poète. Et donc il y a une pulsion vers l'anonymat, l'absence de nom. Pourquoi ? Parce que s'il existe, c'est pas l'auteur qui est l'auteur. Il est l'auteur de ce qu'il appelle, dans une lettre autobiographique à Paul Verlaine, album d'idées, des petites choses. Tous les poèmes qu'on apprend à l'école, pour Mallarmé, c'est de la gnognotte, enfin, album d'idées, c'est rien du tout. C'est pas le livre. Le livre, il est impersonnel. Il n'a pas d'auteur. L'œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots. Ah, tiens, c'est pas un hasard si Lacan lit Mallarmé. C'est les mots qui parlent. Et quand Breton va dire il faut que les mots fassent l'amour ensemble, c'est l'écriture automatique. C'est déjà tout ça. C'est les mots qui parlent, c'est pas le poète. Et donc le poète s'efface et laisse passer quelque chose qui vient, pour faire bref, on dirait l'inconscient, Mallarmé, c'est pas le mot qu'il emploie, qui vient de quelque chose d'autre, qui n'est pas lui, d'un dehors. Deleuze parlera du dehors. Eh bien, à ce moment-là, ça parle. Et donc, une ordonnance du livre de vers élimine le hasard. Encore faut-il omettre l'auteur. C'est curieux quand même, un auteur qui trouve que l'auteur est de trop. Eh bien, cette pulsion de l'anonymat, on la trouvera chez Maurice Blanchot dans l'espace littéraire, on en trouvera chez Beckett, chez un tas d'auteurs, chez Artaud, chez un tas d'auteurs qui vont être dans la ligne l'auteur est de trop. Umberto Eco, l'auteur est de, avec des variations, l'auteur est de trop. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que on va être anonyme. Notez, c'est très étrange l'anonymat. L'anonymat ne concerne pas uniquement l'œuvre, elle concerne la personne. Anonyme et parfait comme une existence d'art. Quelle phrase étrange! Donc l'existence même doit être absorbée par l'anonymat. Je passe. Rilke, qui n'a pas lu Mallarmé, fréquente et 2 ans secrétaire de Rodin. Et qu'est-ce qu'il dit de Rodin? Il est tellement sculpteur que quand il mange, il a les gestes du sculpteur. Donc la distinction entre le sacré et le profane est gommée et la personne est littéralement transposée, transfigurée dans l'opération. C'est pour ça que c'est une crise de vers. C'est très dangereux, puis c'est l'existence même qui en est affectée. Donc on est dans un rapport biographique où la biographie est de trop. Et si vous avez devant vous un coup de dé, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un travail sur la typographie. Il y a des corps différents, des grâces, des italiques, il y a des corps différents. Ensuite, c'est un travail sur le papier. Le papier a son importance. Ensuite, sur la pliure, puisqu'on lit le livre d'une façon oblique et pas verticale. On peut prendre les pages du coup de dé et les punaiser au mur. Et en même temps, c'est une sorte de sculpture. En même temps, c'est comme une partition. Le rythme est important, c'est comme une musique. Donc, c'est l'illustration littéraire de ce que Wagner appelle la Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art total. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2 choses qui n'existeront plus.
et qui font vraiment le sésame de la littérature contemporaine. Plus de psychologie et pas de description et pas de narration. Tout se passe par raccourci, en hypothèse, on évite le récit. Évidemment qu'il y a un récit, mais c'est un récit qui n'est pas un récit. C'est une description qui n'est pas une description. Donc on évite tout ce qui fait le fond même de la littérature. Et nous sommes dans un autre rapport au langage. Un langage qui sort de la langue, ou plutôt un en deçà de la langue. Distance de la réalité, pas de concret rappel, mais au contraire, quelque chose qui surgit dans sa virtualité, comme si la physique du livre était sa virtualité même. On pourrait dire, si vous voulez, une abstraction physique. C'est ce qu'on va trouver dans Après Mallarmé. Le livre de Michel Laurent est une abstraction physique du livre, complètement fidèle à Mallarmé. Dans Jacques Scherrer, dans les brouillons que l'on a des textes de Mallarmé, qui ne sont pas aboutis, c'est abandonné, on trouve une notion importante qui est la notion d'opérateur. Puisque Mallarmé ne se prétend pas l'auteur du livre qu'il écrit pourtant, il devient un opérateur. Et que fait l'opérateur? Il opère dans les deux dimensions de l'espace et du temps. Pourquoi le temps? Parce que, comme dit Jacques Scherrer, le livre, hyperbole de tous les livres, veut arriver à une pureté totale. Ça veut dire sans auteur, sans le monde, sans l'arbitre du signe. Un livre absolu, une œuvre totale, sans commencement ni fin. Et Mallarmé écrit au feuillet 181, « Un livre ne commence ni ne finit, tout au plus fait-il semblant. » Et là, c'est Edmond Jabès et tous les livres de Jabès qui vont reprendre cette notion, et Blanchot, de l'interminable incessant. C'est dans le temps. Et dans l'espace, eh bien, le livre refuse la passivité de la lecture linéaire et il développe ce qu'il appelle un hyperespace à un grand nombre de dimensions. Un hyperespace à un grand nombre de dimensions. Et donc, venons maintenant, après ces quelques éléments, à Michel Laurent. C'est vraiment après Mallarmé. Et après Broutars. Parce que fait Broutars? Eh bien, il va reprendre la disposition, la scénographie du coup de dé, et il va, au lieu des mots, mettre du noir. Du noir. C'est-à-dire, il sous-titre son livre « Images ». Effectivement, il a remplacé les mots par une image. Le noir fait image. Une image. Et il met son nom, bien entendu. Et il met son nom. Et que fait Michel Laurent? Il y a le blanc. C'est-à-dire qu'il se livre à une activité d'opérateur et d'artisan qui enlève, qui retire le texte, l'image et le nom. Et donc il y aura le travail sur les blancs, sur la pliure, sur le papier, sur le découpage, sur l'assemblage. Et donc il va produire une abstraction physique du livre complètement fidèle à l'idée que Mallarmé se fait du livre, qui est aussi une partition silencieuse, mais en même temps rythmée, parce qu'il y a un rythme dans le livre, évidemment, fidèle à Mallarmé. Et enfin, il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup, sur lequel je l'interrogerai, il y a quelque chose de régressif. Il fait 50 livres à la main. Il découpe comme un gamin, quoi. Un gamin bien de découper, ou une gamine de découper. Il découpe, quoi. Il est complètement régressif, ce garçon. Il est donc régressif, il découpe, enfantin. Et il a déjà fait ça avec Antonioni, n'est-ce pas? Il a aussi fait des découpes à la Cinémathèque, à partir du Désert rouge. Et donc, il a une démarche à la fois essentialiste, ascétique, pauvre, arte povera, qui est très structurée, très transposée, et en même temps une démarche complètement régressive, que n'a peut-être pas Mallarmé.